Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, je suis l'homme le plus noir de la Terre. Oui, c'est rare, non, que je parle de la géopolitique ou l'actualité internationale en me présentant comme le Bamenda man, parce que je m'assume. Je sais d'où je viens et je dois assumer, mais je ne suis pas dans la détestation des autres. Chacun doit s'assumer, mais nous sommes des enfants de l'univers. Régis Sommier, c'est son nom, c'est un journaliste de guerre, un journaliste d'investigation, il fait du terrain. Et il explique en quelques mots dans l'audio qui va suivre, les amis, ce qui s'est passé. L'Israël qui prétend avoir éliminé les militaires, les généraux iraniens, l'Israël qui a attaqué l'Iran. Les premiers jours de cette attaque, il y avait la confusion, mais quelques heures après, l'Iran s'est repris à main et le ciel iranien que Israël disait contrôler, c'était faux parce que le système de défense anti-aérien iranien fonctionnait de nouveau. Ça avait bugué le lendemain, on a arrangé. D'autres personnes pensent que les Pakistanais les ont aidés et autres. Mais les narratifs qui viennent de l'Occident, c'est faux. Ils mentent comme ils respirent. L'Iran a frappé l'Israël. L'Iran a humilié Benjamin Netanyahu. L'Iran a démontré que il était, c'est pas l'Iran, oui, il était très fort. Le pays est puissant. Le pays a des hommes, des scientifiques, ça a une histoire. L'Empire perse est debout. Et pendant ce temps, tout le monde en Israël était dans les bunkers. J'ai dit tout le monde. Donc, si M. Trump n'était pas venu en aide à Netanyahu avec cette histoire de cesser le feu, ça devait être très compliqué. Parce que Trump lui-même l'a dit, the two countries they are fighting, they don't know what the fuck they are doing. Est-ce que Donald Trump a bien dit? Donc, vous voyez, Netanyahu pensait que c'est à l'époque de la guerre froide. Nous ne sommes pas dans les années 50 ou 60, ou 70 ou 80. Nous sommes maintenant en 2025. La technologie a avancé, les autres peuples se défendent maintenant très bien. La riposte des Iraniens, elle a été spectaculaire la première nuit. Elle a été, on sentait bien que il y avait le potentiel militaire, c'est-à-dire on avait déjà remarqué en octobre dernier que les Iraniens étaient capables de balancer du balistique. Ils avaient balancé à peu près 300 drones et missiles à l'époque sur Tel Aviv. C'était déjà une démonstration. À l'époque, les Iraniens avaient dit on peut faire beaucoup plus et attendez-vous à ce que si un jour on fasse beaucoup plus, pour vous, vous serez rayé de la carte, enfin, toute la rhétorique habituelle. Il est tort de les sous-estimer, parce que ces premières frappes de la première nuit, hein, donc celle de vendredi soir, première frappe israélienne jeudi, ensuite réponse iranienne vendredi, cette première salve de missiles, elle a endommagé le ministère de la Défense, endommagé un bâtiment qui s'appelle la Kyria, c'est là où se trouve le haut commandement de Tsahal et également d'autres administrations, par des missiles qui ont perforé le dôme de fer. Donc il y a eu des dégâts, il y a eu des morts, mais une technique de l'hypersonique ultra impressionnant, mais des choses peu ciblées, plutôt désordonnées, traduisant cet état de sidération de l'armée avec la décapitation de ses chefs. Et puis, progressivement, le deuxième jour, l'Iran reprend confiance, réactive son potentiel de défense antiaérienne. Israël continue à pouvoir déambuler, mais c'est plus difficile de pénétrer. Israël continue ses frappes comme planifié. Et puis là, on se rend compte qu'à la nuit tombée, les Iraniens recommencent à balancer du balistique, à balancer de l'hypersonique, à balancer jusqu'à 5 types de missiles différents, beaucoup plus précis que la nuit précédente, comme s'il y avait eu une forme de réorganisation, une organisation, on va dire peut-être un état-major de substitution qui s'est constitué, qui a repris et qui a piloté ces opérations. Et là, c'est la ville de Haïfa en particulier qui est touchée. La raffinerie est en feu, dommage au pipeline, dommage au stockage. La raffinerie d'Haïfa, c'est 60% de l'énergie et des hydrocarbures pour Israël. Donc problème à terme
au sein de la population, mais aussi pour le ravitaillement de l'armée, pour le kérosène, pour plein de choses. Même si les Israéliens ont des appuis, ont les Américains derrière. En tout cas, voilà. Donc cet objectif a été important. La centrale électrique sera ciblée le lendemain. Également, le port d'Haïfa, qui est en partie détruit. Donc beaucoup plus de ciblage, beaucoup plus de choses très précises. Et les Iraniens, en tout cas, reconstituent progressivement leurs moyens de défense. Là commence à se jouer un problème auquel les Israéliens savaient qu'ils seraient confrontés, c'est-à-dire combien de temps l'Iran va-t-il pouvoir envoyer une centaine de missiles tous les soirs. Certains experts estiment que l'Iran possède entre 10 000 et 20 000 missiles, ce qui est considérable. Il faut voir qu'historiquement, le programme de missiles à longue portée iranien, balistiques ou autres, hypersoniques ensuite, et tout ce qu'ils ont développé, y compris des armes dont on n'a pas encore connaissance, a commencé en 2003 grâce à la Corée du Nord, qui a fourni un missile à longue portée à l'Iran. L'Iran a pu l'étudier, le détricoter, le fabriquer chez elle et ensuite le faire en série, en faire beaucoup plus. Ça a commencé en 2003, donc on est en 2025. Ça fait donc 22 ans que l'Iran travaille sur ce programme. Pour nous surprendre, guerre en Ukraine, d'abord c'est la Turquie qui fournit ses drones Bayraktar à l'Ukraine. L'Ukraine a des succès grâce à ces armes. Les Russes ripostent assez rapidement sur le potentiel électrique ukrainien grâce au drone Shahid qu'on voit arriver, un drone qui coûte 20 000 euros, qui tout à coup va déclencher des tirs de la défense aérienne ukrainienne qui vont détruire des drones à 20 000 euros avec des missiles qui en coûtent 100 ou 150 000. Donc ça, c'est le premier arrivé du drone Shahid, développé par les Russes, le Goran 2, le drone Geranium qu'on appelle. Donc les ingénieurs russes revisitent l'informatique du drone iranien et se l'accaparent. Donc là, c'est une fourniture massive et décisive pour la Russie. Au début, je me souviens, il y avait des moqueries sur ces drones iraniens. Au bout d'un moment, plus personne ne rigolait parce qu'ils arrivent à percer la défense ukrainienne. Ensuite, ils vont travailler en essaim. Ensuite, ils vont travailler avec des leurres en premier pour ensuite pénétrer et faire aller à peu près à l'hiver 2003, on va dire en Ukraine, des dégâts considérables sur le système électrique ukrainien. Donc ça, on découvre les drones iraniens. Ça fait très longtemps qu'ils bossent dessus. Ils bossent aussi sur les missiles, commencent à en fournir aux Russes aussi, des missiles conventionnels, des missiles classiques. Et là, on découvre à la faveur de ces frappes que les Iraniens sont capables de faire des missiles ciblés précisément. En réalité, c'est Donald Trump donc qui sauve l'Israël. On se rend compte donc c'est Donald Trump qui vient sauver Benjamin Netanyahu Netanyahu. De parce qu'il est entré dans quelque chose qui ne mesurait pas l'impact. Non seulement le il ne savait pas que les missiles iraniens étaient très rapidement, puissants. Mais aussi il ne savait pas que le programme balistique iranien avait été vraiment beaucoup avancé. Pour Israël. Il ne mesurait pas le nombre de scientifiques iraniens. Les Européens et les Israéliens disaient c'est entre 2000 et 3000, alors qu'on est en train de parler de 20 000 scientifiques dans le domaine balistique et nucléaire. Donc, ce qu'on a dans la tête, on ne peut pas enlever ça avec les bombes. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit ici, les amis, que l'Iran, très bientôt, va nous annoncer, écoutez très bien, l'essai nucléaire. Et Medvedev a déjà dit, à partir de là, vous allez faire avec ça. Vous savez, Donald Trump qui commence à dire merci à l'Iran et tout ça là, le discours change. Parce qu'on a dit qu'on va fermer le détroit d'Hormuz. Son discours a changé. Parce qu'il y a du gaz en Iran et tout ça là, le discours change. Donald Trump aimerait que l'Israël ait de très bonnes relations avec l'Iran aujourd'hui. Il aimerait avoir de bonnes relations avec tout ce monde. Parce que lui, dans sa tête, il est toujours pour cette histoire des prix Nobel de la paix. Ça le hante. Il va avoir le prix Nobel de la paix. Donc, l'Iran, vraiment, merci à l'Iran, merci à l'Israël, merci à ceci, merci à cela. La réalité, c'est que Benjamin Netanyahu a souffert. Il a été humilié par l'Iran. Les médias mainstream en Occident ne vont pas vous dire cela. Parce que leur travail, c'est de la manipulation. C'est les judéo-chrétiens qui détiennent tous ces médias. Donc, vous comprenez très bien. Et now, on a look at more. Bye bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.